Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo, Radio Barjo, Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous faire revivre la journée que nous avons vécue le mardi 13 mai 2025, où nous avons participé avec François à la première marche, la Vague Orange. C'était une première en France. Cette marche avait pour but de faire connaître le trouble de la personnalité borderline et faire de la prévention du suicide. Cette marche, elle est directement inspirée des marches oranges de la Sage Beer, une organisation canadienne. Je m'appelle Charlotte, je suis au GEM Hope depuis octobre et je vais vous faire un petit topo avant qu'on écoute les témoignages des personnes rencontrées durant la marche pour que vous ne soyez pas trop perdus. Donc d'abord, le trouble de la personnalité borderline, il touche environ entre 2 et 6% de la population française. Moi, j'aime bien l'appeler la maladie des émotions. En fait, les personnes concernées, elles ont ce qu'on appelle une dysrégulation de leurs émotions. Elles vont vivre leurs émotions de manière trop intense et souvent douloureuse, ce qui va créer une réelle souffrance psychique. Généralement, ce trouble il s'installe au début de l'adolescence. Il se caractérise aussi par une forte peur de l'abandon, une instabilité de l'image de soi, des difficultés dans les relations à autrui et des conduites à risque, comme les scarifications ou les addictions par exemple. Certaines personnes concernées vont commettre de nombreuses tentatives de suicide et des hospitalisations, tellement ça va être douloureux à vivre pour elles. Elles vont aussi connaître un parcours de soins tumultueux car ce trouble souffre de préjugés, comme vous allez l'entendre, et il est difficile de trouver des soins adaptés. À titre personnel, j'ai été obligée de transférer tous mes soins dans le secteur libéral pour pouvoir me construire un parcours de soins sur mesure et adapté à mes difficultés. Heureusement, je peux compter sur le soutien financier de mes parents. C'est un privilège que j'ai car j'en ai pour environ 300 € de frais de psychiatre et de psychologue par mois. Durant ce podcast, vous allez souvent entendre parler de TCD. En fait, il s'agit de la thérapie comportementale dialectique, qui est une des thérapies de référence pour la prise en charge du trouble borderline. Cette thérapie, elle a été créée par une psychologue américaine, elle-même atteinte du trouble borderline, Marsha Linehan. Malheureusement, cette thérapie, elle n'est pas encore assez accessible en France car il n'y a pas assez de soignants qui sont formés et comme vous le savez, les moyens manquent en psychiatrie. Et c'était aussi un des objectifs de la marche, faire connaître la thérapie comportementale dialectique. À l'hôpital civil de Strasbourg, il existe un programme qui s'appelle Grémo Pass, Grémo pour groupe de régulation des émotions, où pour une durée de 6 mois, en petits groupes, on fait de la thérapie comportementale dialectique de manière intensive. Donc vous entendrez beaucoup parler de Grémo pendant cette marche, car beaucoup de soignants, si ce n'est tous quasiment, étaient présents à la marche. Ce programme Grémo, il a été mis en place par la psychologue Louisa Weiner, que vous allez entendre dans le podcast, et son collègue psychiatre Sébastien Weibel. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer ce programme en mars et je suis vraiment très contente d'apprendre autant de compétences pour améliorer ma qualité de vie. Je regrette seulement de ne pas avoir su tout ça dès mes 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Ça m'aurait peut-être évité beaucoup de souffrance et plusieurs années de galère. C'est pourquoi cette journée a vraiment été particulière pour moi et j'espère que vous ressentirez toutes les émotions et l'espoir qui est mis dans une meilleure reconnaissance du trouble de la personnalité borderline. Je m'arrête ici et je vous souhaite une bonne écoute. Hubert, d'accord. Et donc vous êtes à la marche orange, comment vous avez découvert cette marche ? Écoutez, je suis papa d'une jeune fille qui a été diagnostiquée très récemment. Elle a quel âge ? Elle a 17 ans. Au départ, elle a été
diagnostiqué pour un TSPT, c'est-à-dire par un trouble du syndrome post-traumatique. Stress post-traumatique, ouais. Voilà, post-traumatique, lié à une agression sexuelle. Mais on s'est aperçu qu'en fait, au travers de ces réactions, au travers de son état, il y avait quand même autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches qui se superposent. Donc un mal-être assez profond. Mal-être avec surtout des tentatives de suicide récurrentes, régulières. Mais vraiment, donc dernièrement, elle a été acceptée au groupe Grémopass. Ah bah c'est une bonne nouvelle, elle va voir, c'est très bien. Voilà. Donc ça devrait débuter en septembre. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement sensibilisé en ce moment. Parce que c'est à la fois récent et actuellement, bon, elle n'est pas là parce qu'elle est hospitalisée. Et donc, voilà, c'est à ce titre-là que j'ai voulu participer à cette marche pour montrer que les parents doivent être sensibilisés, qu'ils doivent être informés, surtout formés. Et vous, on vous a expliqué, à quel moment est-ce qu'on vous a expliqué votre fille a un trouble borderline? Comment est-ce qu'on vous a expliqué les choses ou vous avez dû faire les recherches par vous-même? On fait les recherches par nous-mêmes. On a fait les recherches par nous-mêmes. Si vous voulez, elle a été hospitalisée au départ comme pour une TSPT. Ouais. Ça fait déjà maintenant 2 ans. Elle a été déscolarisée cette année, alors que c'était une jeune fille extrêmement brillante. Oui, ça c'est une caractéristique des borderline, on est tous très brillants, faut le savoir. non, mais vraiment, au lycée, c'était une jeune fille. Et parallèlement, elle n'a pas totalement lâché l'extérieur, si j'ose dire, puisque comme elle n'est pas native, mais elle est en section anglaise. Donc elle est dans un programme de théâtre, de comédie musicale. Et ça c'est quelque chose qui la maintient un peu dans la réalité et qui lui donne des objectifs. Un objectif, en tout cas à court terme, qui lui permet un petit peu de sortir de ce maelstrom de souffrance. Et donc... c'est très touchant de voir des parents qui s'impliquent comme ça, qui se renseignent. C'est pas facile pour les parents on leur explique pas les choses, ils se retrouvent devant d'immenses difficultés et c'est à eux-mêmes de chercher. Et voilà, c'est bravo à vous. Pour comprendre ce que c'est ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle, c'est quand une jeune fille fait des choses, je dirais indépendamment de sa volonté, c'est extrêmement perturbant pour les parents. Et souvent, en voulant bien faire, un parent a des comportements inappropriés. Donc c'est quelque chose qui peut résonner dans l'esprit de tous les parents qui ont des enfants, surtout adolescents, chez qui ça se révèle souvent à ce moment-là. Et le fait de pouvoir marcher aujourd'hui, ça prouve, ici à Strasbourg, ça prouve que c'est un vrai problème de santé publique, je pense. Donc, toujours en direct de la Marche Orange, je suis avec Clément et sa compagne. Salut Clément. Bonjour. Donc Clément, en fait, je le connais de Grémopass. Et moi, ce qui m'a étonné à Grémopass, c'est qu'on est plein de filles. Et là, il y a un garçon. Donc, j'étais super étonnée. Alors, Clément, qu'est-ce que ça fait d'être un garçon borderline? Depuis quand est-ce que tu es un garçon borderline, toi? Alors, j'ai envie de dire peut-être un petit peu depuis toujours. En revanche, j'ai appris mon trouble borderline à l'âge de 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35 et autant dire que ça a été un réel soulagement de savoir qui j'étais et un petit peu ce que j'avais, entre guillemets. Et maintenant, j'ai l'impression que plus je vieillis, entre guillemets, et mieux je me connais et mieux j'arrive à faire face à mon trouble, bien que rien ne soit encore gagné.
Ok, d'accord. Bah, c'est vrai que c'est tard, 28 ans. Hein. Ça a dû être dur de ne pas savoir pendant tant d'années. Alors effectivement, moi j'ai pu être diagnostiqué malheureusement après une tentative de suicide, donc lors d'un internement. C'est comme ça que le diagnostic a été très vite posé. Et effectivement, avec un petit peu toutes les questions type pour faire ce diagnostic, je me suis rendu compte que je cochais toutes les cases et j'ai été que guère étonné au résultat sur ce fameux trouble borderline. Ok. Et donc là, tu es en thérapie. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Parce qu'il paraît que le trouble borderline, les symptômes s'apaisent avec l'âge. Comment tu vois l'avenir? Alors effectivement, pour moi, j'ai un avis assez différent de ce qu'on a pu entendre tout à l'heure dans la marche. Pour moi, je ne prends pas ça comme une maladie, mais plutôt comme un trouble, dans le sens où je suis persuadé qu'avec le temps et avec le travail également, ça peut finir par disparaître ou en tout cas s'apaiser grandement. Donc je pense, je suis assez confiant sur la suite des choses, mais effectivement, ça demande du travail. Et le plus gros du travail, c'est de ne plus être dans le déni et d'accepter son trouble. Eh ben, merci, oui, et c'est vrai qu'on ne l'a pas assez souligné, mais les borderline, qu'est-ce qu'on travaille? On n'arrête pas. On n'a même pas le temps d'avoir un emploi à 35 ans, on ne fait que ça, travailler pour se soigner. Est-ce que... Oui, on prend un peu d'humour, on ne va pas parler que tentative de suicide, hein, donc... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Que ça peut toucher tout le monde et que le premier pas pour y arriver, c'est de parler et de ne pas hésiter à parler, que ce soit à des professionnels de santé ou à son entourage, même sur des forums, sur Internet, peu importe. Le tout, c'est de parler et du moment qu'on parle, on peut en sortir. Ok, merci beaucoup Clément. Là, je suis avec le docteur Rochotte qui travaille au Grémopass. Et j'aimerais bien vous demander d'abord, comment est-ce que vous avez découvert le trouble borderline? Eh bien, je l'ai découvert au cours de mes études. Donc, j'ai fait des études de médecine et finalement, j'avais rencontré les premiers patients pendant mon externat. Donc, c'est la première partie des études de médecine où j'étais en stage dans une unité d'hospitalisation fermée. Et après, quand même beaucoup plus approfondi pendant mon internat. Et encore un peu plus approfondi ensuite la suite de mes études quand j'ai travaillé aux hôpitaux universitaires, mais c'est vraiment parce que j'ai travaillé avec Dr Weibel qui s'est spécialisé là-dedans. Et est-ce que vous aviez entendu des stéréotypes sur la maladie? Par exemple, on dit que les borderline sont des patients difficiles ou ce genre de choses. Oui, beaucoup, que c'est des patientes, surtout des femmes, donc des patientes qui sont chiantes, qui posent problème, qui mettent tout en échec, qui font exprès de rester à l'hôpital, qui font tout pour rester à l'hôpital, enfin beaucoup de choses très stigmatisantes, ou alors qu'en fait, c'est pas vraiment des borderline, c'est des psychopathes, ils font pour embêter les autres, voilà, beaucoup de choses très stigmatisante pour ces patientes. Ah oui, je pensais pas que c'est encore si actuel que ça, il y en a autant que ça, des préjugés encore? Quand même beaucoup moins maintenant, ça c'était surtout au début de mon internat, maintenant c'est quand même mieux enseigné, surtout que maintenant les psychothérapies sont plus accessibles et les médecins sont quand même mieux formés, donc on comprend mieux ces problématiques-là, mais au début de mes études c'était vraiment très présent et même beaucoup chez les soignants aussi, mais c'est beaucoup en train de changer, donc c'est super. Bon, ça fait plaisir de faire partie de cette révolution un petit peu. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de médicaments pour les borderline? Effectivement, il n'y a pas de traitement médicamenteux spécifique pour le trouble borderline. Les traitements médicamenteux, ils vont être utiles pour traiter les comorbidités. Donc c'est s'il y a d'autres troubles mentaux qui sont surajoutés au trouble borderline. Et c'est assez fréquent parce que le trouble borderline est quand même souvent associé aux troubles post-traumatiques, aux troubles bipolaires, au TDAH notamment. Donc c'est intéressant de traiter ces troubles-là, mais il n'y a pas de médicaments spécifiques pour traiter le trouble borderline. Alors comment on fait pour traiter le trouble borderline? On va voir un psychiatre, c'est ça? Alors oui, c'est important d'aller voir un psychiatre ou un psychothérapeute en fonction de la sévérité du trouble. En tout cas, c'est bien si on arrive à trouver quelqu'un qui est formé à une psychothérapie pour le trouble borderline. Donc ça va être des approches comme la thérapie comportementale dialectique ou les thérapies cognitivo-comportementales. Et c'est bien d'aller voir quand même un psychiatre pour le diagnostic, rechercher s'il y a des comorbidités et puis éventuellement les traiter.
D'accord, merci. Est-ce que vous voulez nous présenter en quelques mots Grémopass, dont on n'a pas encore parlé? Alors Grémopass, c'est une unité qui prend en charge spécifiquement les personnes qui souffrent de troubles borderline sévères, qui est au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg et qui est, on dit, intersectorielle, dans le sens où on prend en charge des patients qui ne dépendent pas que du secteur psychiatrique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc on est un service recours en fait après s'il y a une équipe qui est en difficulté face à une prise en charge pour un patient, soit des personnes qui sont hospitalisées très fréquemment ou des personnes qui sont suivies depuis très longtemps et pour lesquelles on a du mal à avoir une rémission. Donc c'est possible d'envoyer une fiche de demande à faire compléter par son médecin. On étudie la demande et la personne peut ensuite intégrer le dispositif où on fait donc une psychothérapie intensive et un suivi médical avec la prescription des traitements s'il y a besoin dans l'unité. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose? Moi, j'ai plus de questions pour l'instant. Une dernière petite chose, écoutez, je dirais que je suis très contente de voir qu'aujourd'hui on arrive à déstigmatiser le trouble borderline et que ce soit plus visible et que la prise en charge s'améliore pour nos patients. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc toujours avec Charlotte en direct de la Marche Orange. Je suis avec, comment c'est ton... pardon, je vous vois peut-être, non mais vous êtes plus jeune que moi, j'avais envie de te tutoyer du coup. Avec Alexis. Alexis, d'accord. Donc tu étais psychologue au Grémopass, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Tu peux nous parler un peu de ton expérience là-bas? Alors mon expérience à Grémopass pendant à peu près 2 ans et demi, c'était beaucoup de rencontres avec beaucoup de chaleur humaine, beaucoup aussi de difficultés, beaucoup de défis, beaucoup de challenges, mais surtout beaucoup de solidarité et d'entraide. Alors solidarité avec les patients ou avec tes collègues? Je dirais à la fois avec les collègues, mais aussi et surtout avec les personnes qu'on accompagnait, les participants des groupes, et surtout cette solidarité, c'est quelque chose dont j'ai pu être témoin en tant qu'animateur dans des groupes. Dans des moments où il pouvait y avoir beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien, beaucoup de solutions, parfois simplement un peu d'écoute et de validation. Et cette solidarité, je trouvais qu'elle était un peu multidimensionnelle, qu'elle émanait un peu dans tous les rapports qu'on pouvait avoir ensemble, en tout cas assez fréquemment ensemble dans ce service-là. Ok, c'est vrai que la première fois qu'on arrive au Grémopass, ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve à voir d'autres borderline. Et ça peut être, moi c'est la première fois que je voyais d'autres borderline. Donc c'est génial. Et est-ce que tu avais des appréhensions sur le fait de rencontrer des patients atteints de borderline? Comment tu as appréhendé les choses? Alors j'ai découvert, donc on peut dire de façon générale, le trouble borderline et spécifiquement des personnes qui ont un trouble borderline au moment de la fin de mes études. Donc je dirais qu'au début j'avais des représentations, des appréhensions parce que je ne savais pas vraiment quel était ce trouble, à quoi ça correspondait concrètement. Et j'avais l'impression des représentations que j'avais, que c'était des personnes avec qui c'était très difficile d'avoir des relations, on peut dire, d'entraide, de collaboration. Et en fait, très très vite, quand j'ai commencé mon travail, d'abord en tant que stagiaire psychologue, puis en tant que psychologue, je me suis aperçu que la réalité était totalement différente, qu'il y avait énormément d'entraide, de sensibilité, et que finalement les représentations que j'avais, qui je pense étaient véhiculées par une méconnaissance de ce trouble-là, étaient totalement fausses. Et donc dès que j'ai commencé à apprendre à connaître et à travailler avec des personnes ayant un trouble borderline directement, ça a changé ma vision des choses, et je sentais que j'étais simplement en face d'autres êtres humains en fait, et qu'on a aussi beaucoup de points communs par rapport à justement des moments où on a des plus grandes difficultés interpersonnelles de communication ou à gérer nos émotions. La différence, c'est que dans le trouble borderline, c'est vraiment quelque chose qui est chronique, qui est présent de façon pas seulement ponctuelle, mais il y a aussi beaucoup de points communs par notre humanité en fait, en tant que personne. C'est des choses que les proches ne comprennent pas. Ils nous disent tous qu'on joue de notre maladie, alors que c'est une maladie qui est malheureusement pas connue et qui devrait l'être. En tout cas, bravo à tous pour votre combat, et on va tous y arriver. Merci. Bon, je suis avec Louisa, qui est psychologue. Enfin, elle va se présenter elle-même. Je pense que ce sera plus simple. Oui, donc je m'appelle Louisa Weiner, je suis psychologue
et co-responsable du programme Grémopass. Et c'est vous qui avez... comment vous avez découvert la TCD déjà pour commencer peut-être ? Alors j'ai découvert la TCD via la TCC, donc la thérapie comportementale et cognitive, puisque la TCD fait partie de la TCC. Et puis au départ j'avais une formation en TCC, je m'intéressais au traitement de la dysrégulation émotionnelle et je remarquais bien qu'il y avait beaucoup de lacunes dans la TCC. Donc voilà, c'est de là où est né mon intérêt pour la TCD. D'accord, ça fait combien de temps que vous êtes au Grémopass ? Alors, je l'ai créé avec Sébastien Weibel, donc en 2018, donc c'est depuis le début, donc depuis... D'accord, comment vous en êtes venu à le créer ? Quelle est un peu l'histoire de sa création ? Alors l'histoire, c'est que déjà, j'avais ma formation en TCC et j'étais intéressée par la dysrégulation émotionnelle, le trouble borderline, entre autres. Mais la TCD est une thérapie d'équipe, donc on a besoin d'avoir une équipe pour pouvoir la monter. Je ne pouvais pas la monter toute seule. Et il se trouve qu'en 2018, Sébastien Weibel rentrait de Suisse de son séjour postdoctoral et il avait été lui-même en immersion dans une équipe TCD. Donc il est revenu avec aussi cette volonté de pouvoir créer quelque chose. Et voilà, donc du coup, tous les deux, on avait le même souhait. Et puis c'est trouvé que c'était à ce moment-là, en tout cas, que c'était possible. Et donc du coup, on l'a monté à ce moment-là. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait moi je suis arrivée en 2015 à Strasbourg et je me suis retrouvée en psychiatrie avec mon diagnostic borderline. En plus, j'avais une addiction au cannabis. Et on m'a renvoyée vers l'hôpital de jour où je me suis retrouvée avec des patients, pour certains par exemple, autistes qui ne savaient pas parler. Enfin, je me suis retrouvée avec des patients qui avaient plein de pathologies très différentes. Et longtemps, je me suis dit, après les gens ont fait ce qu'ils pouvaient, mais je me suis dit, mais où sont les soins en fait ? Alors je ne sais pas si vous avez eu le même constat ou voilà. Oui. Il y avait clairement un manque de psychothérapie et de traitement adapté pour la dysrégulation émotionnelle et pour le trouble borderline en particulier. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles justement on a eu cette volonté, voyant aussi que c'était un besoin énorme. Donc on a eu cette volonté de développer quelque chose, même si en France il n'y avait pas beaucoup de soutien pour aller dans cette direction, ni d'autres équipes qui faisaient la même chose. Mais voilà, justement, c'est tout ce manque qui nous a donné envie aussi de créer quelque chose. Comment vous avez fait pour trouver les financements ? Ça a dû être compliqué, non ? Oui, alors au début, il n'y avait pas de financement, donc on l'a fait en gros pendant le temps de travail qu'on avait alloué pour d'autres choses. Et donc on le faisait que tous les deux. Et donc peu à peu, on a pu trouver des moyens pour que d'autres personnes nous rejoignent, mais ça restait quand même assez précaire dans le sens où il n'y avait pas un financement spécifique. Donc on a postulé pour des financements spécifiques. On a obtenu un financement spécifique il y a 3 ans à peu près, qui nous a permis justement de faire évoluer le programme, de recruter des personnes, etc. Et est-ce qu'on peut espérer que le programme perdure dans le temps ? Est-ce que vous savez, vous sauriez, je ne sais pas. Alors on fait tout pour que ce soit le cas, donc c'est justement... on fait tout pour que ce soit le cas parce que c'est clairement nécessaire, important. Après, ce sont les instances qui vont décider malheureusement, mais en tout cas, on essaye de montrer que notre travail a du sens, que ça répond à un besoin. Et on espère que ce sera visible, entendable pour les instances. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des marches comme aujourd'hui peuvent participer à... Oui, tout à fait. C'est ce qu'on souhaite aussi. Oui, à faire connaître le trouble borderline. Comme a dit Loïc aussi, énormément de gens sont atteints. Donc ce serait bien de ne pas les laisser sur le côté comme ça et de leur donner des soins en fait. Parce que sinon on reste sans soins en fait. Complètement. Et d'autant plus... que c'est un trouble d'une part qui peut être stigmatisé et d'autre part, et ce qui peut paraître complètement paradoxal et qui est complètement traitable, puisqu'on peut, avec la psychothérapie adaptée, ne plus avoir les critères pour un trouble borderline au bout d'un certain temps. Donc, c'est pour ça que c'est important effectivement donc, de faire connaître pour que les traitements adaptés puissent être de plus en plus accessibles. Alors, je suis avec le coordinateur de la Maison de la Santé Mentale, mais il va nous dire que c'est plus compliqué que ça. Non, pas la maison, le conseil local de santé mentale. Voilà, j'avais faux. Les conseils locaux, alors avec mon collègue Lionel qui est derrière, on se partage
la coordination de ces 10 conseils locaux de santé mentale sur le département. Voilà. Ok, je voulais vous interviewer parce que vous étiez en train de m'expliquer que vous occupez aussi plein de projets à l'hôpital d'Erstein et c'est des projets donc, notamment en faveur des jeunes, c'est ça? Un jeune public en psychiatrie? Oui, il y a plusieurs projets qu'on porte en ce moment. On a donc un projet qui se concrétise, qui s'appelle Diapason, qui est une équipe mobile pour notre unité jeune adulte, qui soignera sur le principe de l'open dialogue. Donc il y a une méthode de soins fondée sur l'inclusion de l'ensemble des parties autour du patient dans le parcours de soins, donc quelque chose auquel on croit beaucoup. Voilà, on a aussi un projet transfrontalier, donc de réhabilitation psychosociale transfrontalier avec les établissements allemands pour essayer un peu que cette culture allemande, très tournée vers les questions liées au travail, puisse venir parce qu'on est un peu en retard sur ce créneau-là. Alors oui, c'est marrant parce que moi, ma mère est allemande, vit en Allemagne et elle était dans un groupe de parole pour parents dont un enfant est atteint de troubles psy. Et dans son groupe de parole, tous les enfants travaillent. Et moi, j'ai l'allocation adulte handicapé, j'ai 33 ans et j'ai beaucoup de mal à m'inscrire dans le monde du travail. Et on avait l'impression qu'il y avait quand même une différence entre le point de vue allemand et le point de vue français, où en France, on n'est peut-être pas, je sais pas, c'est une hypothèse, pas suffisamment accompagné pour aller vers le marché de l'emploi. Alors pour moi, c'est très culturel, c'est-à-dire que la culture allemande, c'est une culture protestante et la culture française, c'est une culture catholique. Donc quand on a dit ça, on a compris un peu le truc, c'est-à-dire que les protestants ont une logique où le travail a une place fondamentale, beaucoup plus que la question du logement, qui est une question finalement assez catholique, assez française, qui est la question En France, on est en avance par rapport à nos voisins allemands sur les questions d'insertion dans le logement, sur tous les dispositifs logement. Il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup de dispositifs qui existent en France, que les Allemands nous envient sur certains aspects, mais par contre sur le travail, c'est des choses qu'on n'a pas développées. Eux, ils ont une vision complètement différente des choses, ils ont des structures qui sont financées à moitié par la sécurité sociale allemande et à moitié par le Pôle emploi. C'est des choses qui n'existent pas en France, c'est soit on travaille et dans ce cas-là c'est le Pôle emploi, par exemple. Si on est en recherche d'un emploi, c'est le Pôle emploi, mais si on est en arrêt maladie, vous ne pouvez pas avoir accès à un conseiller Pôle emploi. Il y a une vraie barrière en France entre le travail et la maladie. En Allemagne, ils n'ont pas cette vocation-là et ils ont une approche notamment sur les personnes plutôt jeunes qui est assez intéressante, c'est de dire que dans ces structures de réhabilitation, ils tablent sur des hospitalisations, une première hospitalisation très très longue, mais qui vous donne en tant que adolescent, jeune adulte, tout un tas d'outils qui vont vous servir pour éviter que dès que vous allez mal, vous retombiez en hospitalisation. Donc eux, ils ont cette logique-là que je trouve intéressante, qu'on n'a pas trop en France, où on est plutôt sur des séjours les plus courts possibles, dans l'absolu. C'est un peu la doctrine. Voilà, on a appliqué à la psychiatrie le modèle de l'hôpital général, donc il faut que les séjours soient relativement courts. Donc on n'a pas le temps de travailler tout un tas d'habiletés qui finalement, lorsqu'on est dans notre appartement, nous servent à ne pas avoir de nouveau besoin de l'hospitalisation à temps complet. Donc eux, ils ont beaucoup moins de réhospitalisation que nous, quoi. Nous, c'est un peu notre point faible, quoi. Et si on cumule le temps qui passe dans leur première hospitalisation au temps que les gens passent chez nous, on est sur quelque chose d'assez équivalent. Sauf qu'eux ont appris tout un tas de choses. Voilà. Et notamment des compétences professionnelles. C'est super intéressant, merci. Ça rejoindra, je vous renvoie vers le précédent podcast de Radio Barjo qu'on a fait sur le rapport au travail quand on a des troubles psy. Et c'est vrai qu'on n'avait pas cette perspective allemande, donc c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a un autre projet que vous voudriez mettre en avant ? Si je peux, les gémeurs d'aube doivent le connaître, c'est le projet de maison de la santé mentale, qui est un projet qu'on a fait mûrir dans le cadre du conseil local de santé mentale, qui est donc je sais qu'une de vos adhérentes en est la créatrice, Milly et sa maman Agnès, voilà, qui sont vraiment les personnes qui ont créé le concept. On leur rend hommage ici, alors Milly et sa maman. Il faut, c'est extrêmement important. C'est Milly qui, avec sa maman et Agnès, sont venues je sais plus si en 2018 ou en 2019, elles rectifieront d'elles-mêmes. Elles sont venues me voir avec mon élu, le docteur Fels, qui est donc adjoint à la mairie de Strasbourg en charge de la santé, avec cette idée qui se concrétise maintenant. Mais c'est cette idée-là qu'on a vraiment conservée et gardée, qui est l'idée d'avoir un espèce de tiers-lieu en ville très neutre, où on pourrait afficher les questions de santé mentale, on pourrait faire de la sensibilisation, où les gens aussi pourraient s'y rendre sans être dans une perspective de soins, mais plutôt essayer de construire des choses avec des associations qui à tour de rôle en fait tiennent des permanences. Voilà. D'accord, donc moi par exemple qui suis atteinte d'un trouble borderline, est-ce que je peux venir vous voir ou c'est plutôt intéressant pour mes proches ou des amis ou
Est-ce que c'est quel type de public vous recevez? C'est un peu c'est à la fois la force et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de public cible. Tout le monde peut être concerné par des troubles de santé mentale, que ce soit à titre personnel dans sa propre chair, ou en tant que proche, ou même en tant que personne intéressée. On a beaucoup de gens comme ça qui sont de plus en plus curieux sur ces phénomènes, qui ne sont pas forcément touchés eux-mêmes et qui trouvent ça important parce que ça rejoint tout un tas d'autres considérations, la philosophie, la sociologie, enfin bref. C'est au carrefour, c'est un peu la noblesse de la santé mentale, c'est qu'elle est au carrefour de toutes ces disciplines qui intellectuellement sont très puissantes, quoi. Et c'est un peu ce qu'on essaye aussi de promouvoir, c'est-à-dire que dire oui, c'est qu'il y a le côté médical, soignant évidemment, mais il y a aussi derrière la question du sens, la question de, là je paraphrase notre animatrice Karine, la souffrance existentielle, qui est quelque chose d'extrêmement important, qu'il faut aussi pouvoir poser à des moments donnés, et qui sont des sujets qu'on essaye de traiter un peu pêle-mêle avec l'ensemble des gens qui seront avec nous, quoi, dans cette aventure, parce qu'on est vraiment dans le registre de l'aventure, hein, c'est ce que je dis partout, parce que les gens me disent ça ouvre quand, enfin, mais on n'a pas de mode d'emploi pour construire une structure de ce type-là, ça n'existe pas en France à ce stade-là, alors on a des gens un peu sur des territoires qui ont un peu entendu parler, qui disent ouais, ça peut être intéressant ce concept, notamment à Lyon notamment, ils ont un projet un peu analogue de ce type-là, mais voilà, c'est quelque chose d'assez unique d'avoir un lieu comme ça, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec Loïc Leitz, qui est le créateur de la Marche Orange à Strasbourg. C'était une première mondiale aujourd'hui. Moi je connais Loïc du Grémo Pass, donc je vais le laisser se présenter d'abord pour commencer. Oui, bonjour, donc je suis Loïc Leitz et je suis médiateur santé-père. Donc globalement, médiateur santé-père, il y en a à peu près 150 en France, c'est encore très peu. Je suis le premier des hôpitaux de Strasbourg et j'accompagne des personnes qui vivent avec des troubles psychiques à partir de mon propre vécu, parce que j'ai moi-même des troubles psy. Ok, et comment t'es venu l'idée de la Marche Orange? Je sais que ça existe au Canada. Alors l'idée en fait c'est tout simple, je sortais d'une réunion et la responsable psychologue, donc Louisa Weiner, m'a interpellé, m'a dit que ça existait au Canada, m'a demandé si je voulais essayer de faire ça ici, et du coup ça s'est enchaîné assez vite. C'était en juillet l'année dernière et je ne pensais pas que vraiment ça allait en arriver là. J'ai envoyé quelques mails, j'ai contacté Lynn, la créatrice au Canada, et de là c'est parti, parce que globalement dans le service on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens, d'aider les personnes, et on ne peut pas aider tout le monde. Néanmoins la santé mentale, c'est aussi, on parle beaucoup plus de santé communautaire, ça doit être l'apanage de toutes et tous, pas seulement des professionnels de santé, ça peut aussi être le boulanger, à la caisse du supermarché, enfin vraiment tout le monde qui devrait être alerté là-dessus. Ok, merci beaucoup. En tout cas, bravo. Je pense que les gens étaient très contents de venir à la marche aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Beaucoup de fierté, d'émotion aussi, positive, de voir tout ce monde. Je pensais vraiment pas avoir autant, et je trouve ça bien et touchant aussi pour toutes les personnes, même les personnes qui n'ont pas pu marcher aujourd'hui, juste de voir qu'il y a des gens qui marchent pour ces personnes-là, c'est touchant. Super. Est-ce qu'on recommence l'année prochaine? Je vais dire oui, je vais regretter très vite, mais en vrai oui. Ah super, bon, on sera là l'année prochaine. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Loïc? Non, j'ai rien à rajouter. Ok, merci, très bien. Merci, top. Voilà, donc je suis en compagnie de la créatrice, de celle qui a inventé cet événement, Lynn, qui nous vient du Canada. Je vais vous laisser vous présenter, Lynn, pour commencer. Oui, bonjour Charlotte, je suis contente d'être ici pour faire la première marche, la marche La Vague Orange. Et je suis Lynn Coury, je suis à vrai dire une maman dont sa fille Sacha avait borderline. Et il y a maintenant 14 ans que Sacha nous a quittés. Et on avait une grande difficulté de trouver des services pour elle et du soutien pour nous afin qu'on soit de façon plus adéquate pour pouvoir la soutenir. Et lorsqu'elle nous a quittés, c'est là qu'on a décidé de créer la Fondation Sagebert. Sagebert, à vrai dire, était son surnom parce qu'elle disait souvent qu'elle donnait de gros câlins
Et c'est ainsi qu'on a commencé à la surnommer Sageberge parce qu'elle donnait des câlins comme des gros oursons. Et puis, l'autre raison, ses murs de chambre étaient oranges. Parce qu'elle trouvait que ça donnait de la clarté, de la chaleur, de l'espoir. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à faire ces marches. Donc, je n'ai pas précisé, mais Lynn a un super t-shirt orange où il y a écrit Sageberge dessus avec un ours. Et c'est vrai qu'on a tous des tenues oranges aujourd'hui. Je ne l'avais pas encore précisé. Merci. Et c'est ainsi qu'on a fait les marches. Au Canada, on fait des marches d'un océan à l'autre. On a maintenant cette année 10 marches. Et dernièrement, on a sauté l'océan pour venir ici à Strasbourg pour partir la première marche, la vague orange. Et ça nous fait plaisir. J'ai participé à la marche aujourd'hui. C'était touchant de voir les personnes concernées, les proches, les professionnels, les amis, la famille, des gens qui nous ont rencontrés demandant ce qu'était le but de la marche, puis c'était vraiment touchant. Et je crois qu'on a planté la graine pour la vague orange et ce n'est qu'un début. Donc, c'est vraiment chaud de voir qu'on travaille tous ensemble pour sensibiliser la population sur la santé mentale et surtout sur le borderline et de pouvoir d'éliminer tous les mythes associés au borderline et montrer que finalement, ensemble, on peut faire de grandes choses et les gens de borderline ont tellement une grande empathie et peuvent créer de très grandes choses. Et on voit, entre autres, cette marche aujourd'hui a été faite en grande partie par les personnes concernées. Et c'était une marche de joie, de collaboration et même de fête. Donc, c'est très excitant d'être ici, puis ça fait chaud au cœur de voir cette ampleur prendre là, et faire des vagues. Bah écoutez, moi j'ai la chair de poule là, donc ça nous touche. Je pense qu'on peut dire que nous, ça nous touche aussi que vous soyez là et que vous nous accompagnez. Et puis, on sent le hug de cet ours. Comment sont les soins pour la santé mentale au Canada en résumé? Parce qu'en France, c'est un peu le parcours du combattant parfois de se faire soigner. Et c'est récent qu'on ait des soins adaptés aux personnes qui souffrent d'un trouble borderline. Comment ça se passe au Canada? Un peu comme j'ai mentionné au tout début, ma fille nous a quittés en 2011 et c'était la raison principale pour laquelle elle n'est pas ici aujourd'hui. C'est qu'on ne pouvait pas trouver les soins adaptés pour elle ou encore du soutien pour nous afin de pouvoir mieux la soutenir. Mais en l'espace de 14 ans, je peux dire qu'il y a quand même une évolution qui se fait maintenant. Et il y a des traitements, des thérapies qui sont tellement aidantes, qui commencent à prendre de l'ampleur, comme la TCD, qui a été créée par Marsha Linehan elle-même, qui avait le borderline. Et aujourd'hui, cette thérapie se propage et aussi fait des vagues et qui a beaucoup plus d'accès d'avant. Et c'est une des raisons pour laquelle on a parti la Fondation, comme on n'avait pas accès nous-mêmes à des services pour mieux comprendre qu'est-ce qu'était le borderline, pour avoir de meilleurs outils et des compétences. On a parti la Fondation et maintenant on offre le programme Connexion familiale à tous ceux qui en ont besoin en tant que proches pour mieux soutenir leurs êtres chers, les personnes concernées. Et on offre plus de 80 groupes par année en français et en anglais. Et ces groupes sont offerts par les proches. Donc, on entraîne les proches à être capables de pouvoir donner ces groupes-là à d'autres proches afin qu'ils fassent partie de la solution, afin qu'ils puissent soutenir de façon efficace leurs êtres chers. Parce que les êtres chers, les personnes concernées, ont tellement donné, ils ont une grande empathie, une grande compassion et ils ont besoin de soutien pour pouvoir apprendre à réguler l'intensité de leurs émotions, soit qui sont très hautes ou très basses, et de pouvoir les réguler de façon adéquate à la situation dans laquelle ils sont. Et ainsi, ils peuvent reprendre une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie pleine de sens. Et c'est la chose qui est quand même semblable pour les proches, parce qu'en tant que parents, c'est difficile pour nous de voir nos êtres chers souffrir et
et de voir que les services ne sont pas là. Si on peut jouer un petit rôle pour leur donner un moment de répit, c'est tellement important parce que ça peut contribuer à sauver une vie. Et pour nous, on aurait aimé ça, que ces services soient là il y a 14 ans. Merci. Est-ce que par hasard, vous avez rencontré Marsha Linan? Oui, malheureusement, j'ai rencontré Marsha après le décès de ma fille. Et Marsha nous a invités à sa demeure. Mon mari et moi avons eu un repas privé avec Marsha. Et une des premières choses qu'elle nous a dit, elle dit « Je suis vraiment désolée que le traitement a failli à votre fille. » Et ce qu'on a répondu à Marsha, on a dit « Marsha, le traitement n'a pas failli à Sacha. Ce qui a failli à Sacha était l'accessibilité et le coût associé à cette thérapie. Et maintenant, on va faire tout en notre possession pour pouvoir transformer ça afin que ce traitement, cette thérapie soit accessible à tous ceux qui en ont besoin. » La raison pour laquelle ma fille est décédée, c'est qu'après avoir eu 5 semaines de traitement, c'était à l'extérieur du pays, on ne pouvait plus soutenir les coûts. Et on a dû dire à Sacha qu'on devait la ramener à la maison. Et à ce moment, elle s'est sentie comme un fardeau. Et pour libérer cette souffrance qu'elle avait de nous voir souffrir, le fait qu'on ne pouvait pas soutenir le coût, elle s'est malheureusement enlevée la vie. Et c'est la raison pour laquelle on travaille si fort à aider à propager ces compétences-là, à faire ces vagues oranges avec les marches, afin de trouver des solutions pour pouvoir donner ces thérapies à tous ceux qui en ont besoin plus tôt que plus tard et que pour que les proches, les membres de la famille, deviennent partie intégrante de la solution parce que lorsqu'on a la compréhension, que nous sommes outillés avec les compétences de la TCD, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce que nos êtres chers, les personnes concernées, passent à travers et nous pouvons mieux les soutenir de façon efficace et à leur fournir un environnement validant jusqu'à temps qu'ils puissent trouver la thérapie qui leur sera utile. Merci beaucoup. Je pense qu'on pense fort à Sacha et puis bravo à vous pour votre combat. Et puis ça donne envie de crier très fort et de dire des soins existent, des solutions existent. Voilà, on a besoin de moyens pour les rendre accessibles, que tout simplement des gens qui sont malades aient le droit d'être soignés. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et merci Aline. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je veux dire qu'ensemble, tout est possible. Voir ce qui a été créé aujourd'hui avec cette vague orange-là, avec les associations, les groupes Grimaud-Pass qui ont travaillé très fort à pouvoir réunir tout le monde, montrer l'impact de ce qu'ils font, du service qu'ils offrent et d'être capable peut-être éventuellement de faire des répliques, c'est le mot qui me manque, de pouvoir reproduire cela à travers la France entière afin que tous ceux qui en aient besoin puissent avoir accès à retrouver ou avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie pleine de sens. Et j'y crois, il y a de l'espoir et on doit continuer parce qu'ensemble, tout est possible. Merci beaucoup. Merci Lynn. Radio Barjo.